Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, on se retrouve pour une vidéo spéciale, un Don't Smile Challenge. Ça veut dire quoi? Interdit d'esquisser le moindre sourire tout du long de la vidéo. Attention, ça a déjà commencé. Je me suis dit que ce serait drôle de faire apparaître dans les suggestions de personnes qui regardent des hippopotames se renifler les fesses une vidéo sur la littérature. Voilà, je me suis dit que ce serait assez drôle. Je vous ai prévu 3 textes de difficulté croissante, de longueur croissante. Ça veut dire qu'on va commencer par un poème, un petit poème de Victor Hugo. On enchaînera avec un extrait du Petit Chose d'Alphonse Daudet et on finira avec l'entièreté d'une nouvelle de Guy de Maupassant. La Serre, elle s'appelle. Commençons tout de suite avec, tout simplement, le poème. Petite mise en situation, Victor Hugo est grand-père. Sa petite fille s'appelle Jeanne et il a écrit ce poème dans L'art d'être grand-père. Jeanne songeait. Jeanne songeait sur l'herbe assise, grave et rose. Je m'approchai. Dis-moi si tu veux quelque chose, Jeanne, car j'obéis à ces charmants amours, je les guette, et je cherche à comprendre toujours tout ce qui peut passer par ces divines têtes. Jeanne m'a répondu. Je voudrais voir des bêtes. Alors je lui montre dans l'herbe une fourmi. Vois. Mais Jeanne ne fut contente qu'à demi. Non, les bêtes c'est gros, me dit-elle. Leur rêve c'est le grand, l'océan les attire à sa grève, les berçant de son chant rauque et les captivant par l'ombre et par la fuite effrayante du vent. Ils aiment l'épouvante, il leur faut le prodige. Je n'ai pas d'éléphant sous la main, répondis-je. Veux-tu quelque autre chose, Jeanne? On te le doit, parle. Alors Jeanne, au ciel, leva son petit doigt. Ça, dit-elle. C'était l'heure où le soir commence. Je vis à l'horizon surgir la lune immense. Alors, est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Y a-t-il eu un petit sourire? Est-ce que quelqu'un a déjà perdu ou risqué de perdre dans cette première possibilité? Attention, j'ai commencé très soft. On enchaîne maintenant avec Alphonse Daudet, comme je vous l'ai dit, un extrait du Petit Chose. Petite mise en situation également, le Petit Chose, c'est le cadet de la famille, c'est le plus petit des enfants. Il a dans cette scène un grand frère qui s'appelle Jacques, son papa, Monsieur Essette, et sa maman, Madame Essette. Un soir, au moment de se mettre à table, on s'aperçoit qu'il n'y a plus une goutte d'eau dans la maison. Si vous voulez, j'irai en chercher, dit ce bon enfant de Jacques. Et le voilà qui prend la cruche, une grosse cruche de grès. Monsieur Essette hausse les épaules. Si c'est Jacques qui y va, dit-il, la cruche est cassée, c'est sûr. Tu entends, Jacques? C'est Madame Essette qui parle avec sa voix tranquille. Tu entends? Ne la casse pas, fais bien attention. Monsieur Essette reprend. Oh, tu as beau lui dire de ne pas la casser, il la cassera tout de même. Ici la voix éplorée de Jacques. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je la casse? Je ne veux pas que tu la casses. Je te dis que tu la casseras, répond Monsieur Essette, et d'un ton qui n'admet pas de réplique. Jacques ne réplique pas. Il prend la cruche d'une main fiévreuse et sort brusquement, avec l'air de dire « Ah, je la casserai !» Eh bien, nous allons voir. 5 minutes, 10 minutes se passent. Jacques ne revient pas. Madame Essette commence à se tourmenter. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Parbleu, que veux-tu qu'il lui soit arrivé? Dit Monsieur Essette d'un ton bourru. Il a cassé la cruche et n'ose plus rentrer. Mais tout en disant cela, avec son air bourru, c'était le meilleur homme du monde. Il se lève et va ouvrir la porte pour voir un peu ce que Jacques était devenu. Il n'a pas loin à aller. Jacques est debout sur le palier devant la porte, les mains vides, silencieux, pétrifié. En voyant Monsieur Essette, il pâlit, et d'une voix navrante et faible, oh, si faible. « Je l'ai cassé, dit-il. Il l'avait cassé. Alors, est-ce qu'on a perdu des gens sur cette lecture de Daudet? On se retrouve maintenant sur la lecture la plus longue, et celle également que je trouve la plus difficile pour retenir un sourire, tout simplement. Un petit peu d'eau, parce que ça va être à moi de vous faire sourire. La serre. Monsieur et Madame Lerbourg avaient le même âge, mais monsieur paraissait plus jeune, bien qu'il fût le plus affaibli des deux. Ils vivaient près de Nantes, dans une jolie campagne qu'ils avaient créée après fortune faite en vendant des rouenneries.
La maison était entourée d'un beau jardin, contenant basse-cour, kiosque chinois et une petite serre tout au bout de la propriété. Monsieur L'Herbourg était court, rond et jovial. Sa femme, maigre, volontaire et toujours mécontente, n'était point parvenue à vaincre la bonne humeur de son mari. Elle se teignait les cheveux, lisait parfois des romans qui lui faisaient passer des rêves dans l'âme, bien qu'elle affectât de mépriser ces sortes d'écrits. On la déclarait passionnée, sans qu'elle eût jamais rien fait pour autoriser cette opinion. Mais son époux disait parfois « Ma femme, c'est une gaillarde », avec un certain air entendu qui éveillait des suppositions. Depuis quelques années, cependant, elle se montrait agressive avec M. L'Herbourg, toujours irritée et dure, comme si un chagrin secret et inavouable l'eût torturée. Une sorte de mésintelligence en résulta. Il ne se parlait plus qu'à peine, et madame, qui s'appelait Palmyre, accablait sans cesse monsieur, qui s'appelait Gustave, de compliments désobligeants, d'allusions blessantes, de paroles acerbes, sans raison apparente. Il courbait le dos, ennuyé mais gai quand même, doué d'un tel fond de contentement qu'il prenait son parti de ses tracasseries intimes. Il se demandait cependant quelle cause inconnue pouvait aigrir ainsi de plus en plus sa compagne, car il sentait bien que son irritation avait une raison cachée, mais si difficile à pénétrer qu'il y perdait ses efforts. Il lui demandait souvent « Voyons, ma bonne, dis-moi ce que tu as contre moi. Je sens que tu me dissimules quelque chose. » Elle répondait invariablement « Mais je n'ai rien, absolument rien. D'ailleurs, si j'avais quelque sujet de mécontentement, ce serait à toi de le deviner. Je n'aime pas les hommes qui ne comprennent rien, qui sont tellement mous et incapables qu'il faut venir à leur aide pour qu'ils saisissent la moindre des choses. » Il murmurait découragé « Je vois bien que tu ne veux rien me dire. » Et il s'éloignait en cherchant le mystère. Et les nuits, surtout, devenaient très pénibles pour lui. Car il partageait toujours le même lit, comme on fait dans les bons et simples ménages. Il n'était point alors de vexation dont elle l'usa à son égard. Elle choisissait le moment où ils étaient étendus côte à côte pour l'accabler de ses railleries les plus vives. Elle lui reprochait principalement d'engraisser. « Tu tiens toute ta place tant tu deviens gros. Et tu me sues dans le dos comme du lard fondu. Si tu crois que cela m'est agréable. » Elle le forçait à se relever sous le moindre prétexte, l'envoyant chercher en bas un journal qu'elle avait oublié, ou la bouteille d'eau, de fleurs d'oranger qu'il ne trouvait pas, car elle l'avait cachée. Et elle s'écriait d'un ton furieux et sarcastique. « Tu devrais pourtant savoir où on trouve ça, grand nigaud !» Lorsqu'il avait erré pendant 1 heure dans la maison endormi et qu'il remontait les mains vides, elle lui disait pour tout remerciement « Allons, recouche-toi, ça te fera maigrir de te promener un peu, tu deviens flasque comme une éponge. » Elle le réveillait à tout moment, en affirmant qu'elle souffrait de crampes d'estomac, et exigeait qu'il lui frictionnât le ventre avec de la flanelle imbibée d'eau de Cologne. Il s'efforçait de la guérir, désolé de l'avoir malade, et il proposait d'aller réveiller Céleste, leur bonne. Alors elle se fâchait tout à fait, criant « Faut-il qu'il soit bête, ce dindon-là ? Allons, c'est fini. Je n'ai plus mal, rendors-toi, grand chiffre. » Il demandait « C'est bien sûr que tu ne souffres plus ?» Elle le jetait durement dans la figure. « Oui, tais-toi, laisse-moi dormir. Ne m'embête pas davantage, tu es incapable de rien faire, même de frictionner une femme. » Il désespérait. « Mais, ma chérie !» Elle s'exaspérait. « Pas de mais. Assez, n'est-ce pas ? Fiche-moi la paix maintenant. » Et elle se tournait vers le mur. Or, une nuit, elle le secoua si brusquement qu'il fit un bond de peur et se trouva sur son séant avec une rapidité qui ne lui était pas habituelle. Il balbutia. « Quoi ? Qu'y a-t-il » Elle le tenait par le bras et le pinçait à le faire crier. Elle lui souffla dans l'oreille. « J'ai entendu du bruit dans la maison. » Elle le tenait par le bras et le pinçait à le faire crier. Elle lui souffla dans l'oreille. « J'ai entendu du bruit dans la maison. » Accoutumé aux fréquentes alertes de Madame L'Herbourg, il ne s'inquiéta pas outre mesure et demanda tranquillement « Quel bruit, ma chérie ?» Elle tremblait comme affolée et répondit « Du bruit ? Mais du bruit ? Des bruits de pas ? Il y a quelqu'un !» Il demeurait incrédule. « Quelqu'un ? Tu crois ? Mais non, tu dois te tromper. Qui veux-tu que ce soit d'ailleurs ?» Elle frémissait. « Qui ? Mais des voleurs, imbécile !» Il se renfonça doucement dans ses draps. « Mais non, ma chérie, il n'y a personne, tu as rêvé sans doute. » Alors elle rejeta la couverture et sautant du lit, exaspérée. « Mais tu es donc aussi lâche qu'incapable !»
Dans tous les cas, je ne me laisserai pas massacrer grâce à ta pusillanimité. J'ai passé ce mot. Et saisissant les pinces de la cheminée, elle se porta debout devant la porte verrouillée dans une attitude de combat. Ému par cet exemple de vaillance, honteux peut-être, il se leva à son tour en rechignant et sans quitter son bonnet de coton. Il prit la pelle et se plaça vis-à-vis de sa moitié. Ils attendirent 20 minutes, dans le plus grand silence. Aucun bruit nouveau ne troubla le repos de la maison. Alors madame, furieuse, regagna son lit en déclarant « Je suis sûr pourtant qu'il y avait quelqu'un !» Pour éviter quelques querelles, il ne fit aucune allusion pendant le jour à cette panique. Mais la nuit suivante, madame Lerbourg réveilla son mari avec plus de violence encore que la veille, et haletante, elle bégayait. « Gustave, Gustave, on vient d'ouvrir la porte du jardin !» Étonné de cette persistance, il crut sa femme atteinte de somnambulisme, et il allait s'efforcer de secouer ce sommeil dangereux, quand il lui sembla entendre, en effet, un bruit léger sous les murs de la maison. Il se leva, courut à la fenêtre, et il vit, oui, il vit une ombre blanche qui traversait vivement une allée. Il murmura défaillant, « Il y a quelqu'un !» Puis il reprit ses sens, s'affermit, et soulevé tout à coup par une formidable colère de propriétaire dont on a violé la clôture, il prononça « Attendez, attendez, vous allez voir !» Il s'élança vers le secrétaire, l'ouvrit, prit son revolver, et se précipita dans l'escalier. Sa femme éperdue le suivait en criant « Gustave, Gustave, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seul, Gustave, Gustave !» Mais il ne l'écoutait guère. Il tenait déjà la porte du jardin. Alors elle remonta bien vite se barricader dans la chambre conjugale. Elle attendit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Une terreur folle l'envahissait. Il l'avait tué sans doute, saisi, garrotté, étranglé. Elle eût mieux aimé entendre retentir les 6 coups de revolver, savoir qu'il se battait, qu'il se défendait. Mais ce grand silence, ce silence effrayant de la campagne la bouleversait. Elle sonna Céleste. Céleste ne vint pas, ne répondit point. Elle sonna de nouveau, défaillante, prête à perdre connaissance. La maison entière demeura muette. Elle colla contre la vitre son front brûlant, cherchant à pénétrer les ténèbres du dehors. Elle ne distinguait rien que les ombres plus noires des massifs à côté des traces grises des chemins. La demie de minuit sonna. Son mari était absent depuis 45 minutes. Elle ne le reverrait plus. Non, certainement, elle ne le reverrait plus. Et elle tomba à genoux en sanglotant. 2 coups légers contre la porte de la chambre la firent se redresser d'un bond. Monsieur Lerbourg l'appelait. « Ouvre donc, Palmyre, c'est moi !» Elle s'élança, ouvrit, et debout devant lui, les poings sur les hanches, les yeux encore pleins de larmes. « D'où viens-tu, sale bête ? Ah, tu me laisses comme ça, crever de peur, toute seule ? Ah, tu ne t'inquiètes pas plus de moi que si je n'existais pas !» Il avait refermé la porte, et il riait. Il riait comme un fou, les 2 joues fendues par sa bouche, les mains sur son ventre et les yeux humides. Madame Lerbourg, stupéfaite, se tut. Il bégayait. C'était Céleste qui avait un rendez-vous dans la serre. Si tu savais ce que j'ai vu. Elle était devenue blême, étouffant d'indignation. Hein ? Tu dis Céleste ? Chez moi ? Dans ma maison ? Dans ma serre ? Et tu n'as pas tué l'homme ? Un complice ? Tu avais un revolver et tu ne l'as pas tué ? Chez moi ? Chez moi ? Elle s'assit, n'en pouvant plus. Il battit un entrechat, fit les castagnettes avec ses doigts, claqua de la langue et riant toujours. « Si tu savais ! Si tu savais !» Brusquement, il l'embrassa. Elle se débarrassa de lui. Et la voix coupée par la colère. « Je ne veux pas que cette fille reste un jour de plus chez moi, tu entends ? Pas un jour, pas une heure. Quand elle va rentrer, nous allons la jeter dehors. » Monsieur Lerbourg avait saisi sa femme par la taille et lui planté des rangs de baisers dans le cou, des baisers à bruit, comme jadis. Elle se tenait debout, percluse d'étonnement. Mais lui, la tenant à plein bras, l'entraînait doucement vers le lit. Vers 9h du matin, Céleste, étonnée de ne pas voir encore ses maîtres, qui se levaient toujours de bonne heure, vint frapper doucement à leur porte. Ils étaient couchés, et ils causaient gaiement, côte à côte. Elle demeura saisie, et demanda « Madame, c'est le café au lait ?» Madame Lerbourg prononça d'une voix très douce
Apporte-le ici, ma fille. Nous sommes un peu fatigués, nous avons très mal dormi. À peine la bonne fut-elle sortie, que monsieur l'Herbourg se remit à rire en chatouillant sa femme et en répétant « Si tu savais, si tu savais !» Mais elle lui prit les mains. « Voyons, reste tranquille, mon chéri. Si tu ris tant que ça, tu vas te faire du mal. » Et elle l'embrassa doucement sur les yeux. Madame l'Herbourg n'a plus d'aigreur. Par les nuits claires, quelquefois, les deux époux vont à pas furtifs le long des massifs et des plates-bandes jusqu'à la petite serre, au bout du jardin. Et ils restent là, blottis l'un près de l'autre, contre le vitrage, comme s'ils regardaient au-dedans une chose étrange et pleine d'intérêt. Ils ont augmenté les gages de Céleste. Monsieur l'Herbourg a maigri. Et voilà, c'est la fin de ce Don't Smile Challenge avec, dans l'ordre, Victor Hugo, Daudet, Alphonse et Maupassant Guy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué. Avez-vous craqué au premier texte? Avez-vous craqué au deuxième? Avez-vous craqué dans la nouvelle, le troisième texte? Ou avez-vous résisté tout du long? N'hésitez pas à me le dire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir une autre itération de cette proposition, donc à savoir voir un Don't Smile Challenge numéro 2 dans le futur avec d'autres textes. Pourquoi pas, si effectivement ça vous a intéressé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Si effectivement ça vous a intéressé ou non. Mettez un petit j'aime si vous avez apprécié. Partagez si vous avez craqué, c'est votre gage. Si vous avez craqué, vous devez partager cette vidéo. Et moi, je vous abandonne là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, bonne lecture. Tu crois qu'ils ont craqué ?